20 à 25% des femmes feront face à une dépression majeure au cours de leur vie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est déjà un signe. Un signe discret, mais un signe. Voyons voir si cela te semble familier. Tu te réveilles fatigué, pas le genre de fatigue que le sommeil répare, mais celle qui donne l'impression que ton corps a porté quelque chose d'invisible toute la nuit, comme si tes pensées étaient restées éveillées pendant que tes yeux étaient fermés. Et tu te lèves, non pas parce que tu es reposé, mais parce que rester au lit est encore pire, parce que rester là trop longtemps apporte un autre genre de poids. La culpabilité, le bruit, cette sensation d'être déjà en retard, alors que la journée n'a même pas commencé. Tu continues, tu réponds à des messages que tu n'as pas envie de lire, tu engages des conversations superficielles qui tombent à plat, tu fais défiler des fils remplis de gens qui semblent vivre des vies que tu n'arrives même pas à imaginer pour toi-même, et même si rien ne semble anormal de l'extérieur, à l'intérieur tout est brume. Rien n'a de goût, rien ne sonne juste, rien ne te touche vraiment, et tout semble se faire à travers une fine couche de verre. C'est cette version de la dépression dont personne ne parle, celle qui ne crie pas, celle qui ne te cloue pas au lit pendant des jours, mais te laisse fonctionner juste assez pour convaincre les autres que tout va bien, celle qui se cache chez les filles, qui réussissent trop, qui prennent soin de tout le monde avant elles, qui s'excusent de vouloir se reposer, qui sourient sur les photos de groupe et pleurent en privé. Et ce n'est pas un hasard. Les études montrent que les femmes, en particulier les jeunes femmes, sont presque 2 fois plus susceptibles de vivre une dépression. Non pas parce qu'elles sont biologiquement plus faibles, mais parce qu'on les a socialement conditionnées à absorber la douleur sans déranger personne, à étouffer l'inconfort pour que les autres n'aient pas à y faire face, à atteindre une norme de perfection qui ne laisse aucune place à l'humain et à se remettre en question lorsqu'elles commencent à s'effondrer, comme si c'était leur faute de ne pas être plus fortes. La dépression n'est pas de la tristesse. La tristesse est une réponse émotionnelle naturelle. La dépression est un dysfonctionnement systémique. Elle change ta façon de penser, de ressentir et la manière dont ton corps fonctionne. C'est une condition neurologique qui affecte le comportement, la mémoire, le mouvement et la perception. Elle diminue ta capacité à ressentir du plaisir, à te concentrer et à commencer même les tâches les plus simples. Ce n'est pas seulement se sentir au plus bas, c'est perdre le lien avec sa propre vie. C'est plus courant qu'on ne le pense. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 280 millions de personnes vivent avec une dépression dans le monde. Mais les signes ne sont pas toujours évidents, surtout chez les jeunes femmes, où cela ne se manifeste pas forcément par une crise ou un effondrement, mais plutôt par du détachement, de la fatigue et un retrait des choses qui comptaient auparavant. On fonctionne en surface, mais à l'intérieur, tout s'éteint. Neurologiquement, les effets sont traçables. Les scans cérébraux montrent une activité réduite dans le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives et de la régulation émotionnelle. Les circuits dopaminergiques, qui gèrent la récompense et la motivation, deviennent moins réactifs. L'axe HPA, qui régule le stress, entre dans un état prolongé de dérégulation. Ce n'est pas une faiblesse psychologique, c'est une tension physiologique. Sur le plan cognitif, la dépression remodèle ton dialogue intérieur. Elle filtre la réalité à travers une lentille déformée. Je ne suis pas assez bien. Rien ne changera. À quoi bon? C'est ce que les théoriciens cognitifs appellent la triade négative. Des croyances négatives persistantes sur soi, sur le monde et sur l'avenir. Ces schémas ne sont pas irrationnels. Ils sont renforcés par la chimie cérébrale altérée. Pour les femmes, surtout les jeunes femmes, ces effets sont amplifiés par la pression sociale. Les études montrent qu'elles ont plus tendance à ruminer, à intérioriser la détresse plutôt qu'à l'exprimer. On attend d'elles qu'elles soient émotionnellement disponibles, socialement irréprochables et toujours maîtrisées. Et quand cette façade commence à se fissurer,
beaucoup se blâment elles-mêmes, plutôt que de remettre en cause les conditions qui les ont forcées à continuer malgré la tension émotionnelle. La dépression ne commence pas par un effondrement, elle s'installe lentement, subtilement. Elle redéfinit ton état de base jusqu'à ce que l'épuisement devienne normal, jusqu'à ce que l'engourdissement ne soit plus un signal d'alerte, mais simplement ce que tu es devenu. Ça commence de manière subtile. Tu te surprends à relire la même phrase 3 fois. Tu restes assise devant ton ordinateur sans te souvenir de ce que tu étais censé faire. Tu repousses des choses qui étaient simples avant. Passer un appel, prendre une douche, répondre à un message. Pas par paresse, mais parce que chaque geste semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. Ton corps fonctionne comme s'il était en mode économie d'énergie. Pas malade, pas en douleur, juste décalé. Des épaules tendues qui ne se relâchent jamais. Une respiration superficielle, même quand tu n'es pas anxieuse. L'appétit va et vient. Le sommeil est soit trop présent, soit totalement absent. Tu perds la notion du temps, des repas, des besoins de base. Mentalement, c'est comme si tes pensées étaient figées dans le brouillard. Ni vives, ni vraiment émotionnelles, juste engourdies. Les conversations deviennent floues, les visages semblent lointains. Ce n'est pas du désintérêt, c'est l'épuisement de faire semblant que tout va bien. Et pourtant, de l'extérieur, rien ne laisse penser qu'il y a un problème. Et ce n'est pas seulement personnel, c'est statistique. Les femmes ont presque 2 fois plus de chances d'être diagnostiquées avec une dépression que les hommes. Ce schéma se répète de manière constante dans les études cliniques, les enquêtes de population et les rapports mondiaux sur la santé mentale. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé et du National Institute of Mental Health, la prévalence à vie du trouble dépressif majeur est d'environ 20 à 25% chez les femmes, contre 10 à 12% chez les hommes. Cette disparité ne s'explique pas uniquement par la biologie. Plusieurs études longitudinales montrent que les facteurs de stress socioculturels jouent un rôle central. Les femmes déclarent une exposition plus élevée au stress chronique, aux conflits interpersonnels et à des charges psychologiques dès l'adolescence. Une méta-analyse publiée dans Psychological Bulletin, Nolen Oxema, 2001, a montré que la rumination, ce schéma cognitif qui consiste à trop penser et à intérioriser la détresse, est significativement plus fréquente chez les femmes et prédit des épisodes dépressifs plus longs. Certaines études indiquent aussi que les femmes sont plus susceptibles de vivre de l'anxiété en même temps que la dépression. Et quand ces 2 états se combinent, tout devient plus lourd. Ce n'est pas juste se sentir au plus bas, c'est se sentir à la fois sous tension et épuisé. Tu n'arrives ni à te reposer, ni à bouger. Les émotions s'emballent, les pensées frappent plus fort, ton système nerveux reste en alerte même quand rien ne se passe. Et même comme ça, beaucoup de femmes continuent d'entendre qu'elles exagèrent, ou pire, qu'on ne les écoute pas du tout. Surtout quand les symptômes se manifestent de façon peu spectaculaire, comme quand tout ce que tu ressens, c'est une fatigue constante que le sommeil ne répare pas, ou une douleur sourde qui ne disparaît jamais, ou simplement le fait que ton corps semble décalé, désynchronisé, comme s'il réagissait à quelque chose que tu ne peux pas nommer. Ce ne sont pas des symptômes classiques, donc les gens n'y croient pas toujours, mais ils sont réels. Et ils t'usent en silence. Et non, ce n'est pas juste une histoire d'hormones. On entend ça souvent, comme si ça suffisait à tout expliquer. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui revient encore et encore, c'est quelque chose de bien plus inconfortable à admettre, la pression. La pression d'avoir l'air bien, de sonner bien, d'agir comme si tout allait bien. Être celle qui calme les choses, qui se souvient des détails, qui retient tout et ne laisse rien déborder. La pression de faire tourner ta vie, de garder ton image intacte, de garder ta voix douce. Et si tu craques, fais-le discrètement, parce que personne ne veut t'avoir à gérer le désordre. Et puis, il y a les réseaux sociaux, et maintenant, tu ne joues plus seulement un rôle dans la vraie vie,
tu le joues aussi devant un public. Tu fais défiler les réussites des autres, pendant que toi, tu essaies juste de survivre à ta semaine. Et quelque part, cette petite voix commence à murmurer. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Une étude de 2019 l'a dit clairement. Les jeunes femmes dans les grandes villes, qui essaient d'être belles, productives, en constante évolution et toujours maîtrisées, s'effondrent en silence. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'on leur a appris à faire semblant de ne pas avoir de mal, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème n'est pas en elles, il est autour d'elles. Il est dans cette culture qui leur dit d'être tout à la fois, sans jamais cesser de sourire. Alors non, la dépression chez les femmes n'est pas juste courante, elle est lourde, elle est complexe, elle se cache à la vue de tous. Et le pire, c'est que beaucoup ne la reconnaissent que lorsqu'elle a déjà pris toute la place. Puis vient la question, pourquoi n'en parle-t-elle pas? Parce que demander de l'aide ressemble encore à un échec, parce que tout le monde attend qu'elle tienne bon, parce qu'être forte, c'est être silencieuse. Alors le silence devient une compétence, ça ressemble à du contrôle, mais en réalité, c'est juste de la survie. Et quand enfin une femme prend la parole, on l'accueille souvent avec du scepticisme. Il y a encore cette idée que les femmes exagèrent, qu'elles dramatisent, que ce n'est pas aussi grave qu'elles le disent. Mais la vérité, c'est que la plupart ne disent rien du tout. Non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles ont appris à ne rien montrer. Quand beaucoup de femmes finissent par demander de l'aide, cela fait déjà des années qu'elles portent le poids. Elles ont continué à se présenter, à jouer leur rôle, à sourire, tout en s'effondrant lentement de l'intérieur. Pas faibles, pas en quête d'attention, juste épuisées et fatiguées de faire semblant. Ça commence tôt. Il y a une pression pour que tout ait l'air sous contrôle, même quand ce n'est pas le cas. Le message est subtil mais constant. Reste calme, reste utile, reste silencieuse. L'inconfort est intériorisé. Les réponses émotionnelles sont filtrées. Et avec le temps, cela devient automatique. Une forme de retenue confondue avec de la résilience. Le problème, c'est que la plupart des gens ne le voient pas. Une dépression sans dysfonctionnement visible passe inaperçue. Si les notes sont bonnes, si le travail est fait, si les réponses arrivent à temps, personne ne pose de questions. Et quand enfin quelqu'un en pose, il est plus facile de dire « juste fatigué » que d'expliquer quelque chose qui n'a pas d'histoire claire. C'est ainsi que fonctionne la dépression à haut fonctionnement. Elle se cache dans la routine, elle s'adapte aux règles sociales, elle ne s'effondre pas en public, elle s'érode en privé. Et lentement, la personne s'adapte à cette érosion. Affect plat, perte d'intérêt, détachement émotionnel, ça ne ressemble plus à des symptômes, ça commence à ressembler à une personnalité. Quand le silence se brise, la condition est déjà profondément enracinée. Et la plupart ne reconnaîtront même pas qu'il y avait un problème. Parce que, de l'extérieur, tout semble encore normal. La dépression ne change pas seulement ce que ressent une personne, elle change la manière dont elle se voit elle-même. Chez les femmes, cela se manifeste souvent par une rupture dans l'image de soi. Même quand les responsabilités sont assumées, même quand il y a de la reconnaissance ou des compliments, l'expérience intérieure est celle de l'insuffisance. Une impression silencieuse que quelque chose ne va pas, non pas dans la vie, mais en soi. Qu'elles échouent, sans savoir exactement où ni pourquoi. Cette distorsion n'est pas seulement émotionnelle, elle devient physique. Le miroir devient une source d'inconfort. Peu importe le poids, l'apparence ou les efforts, il y a toujours quelque chose à corriger, à cacher, quelque chose qui ne semble pas à sa place. Beaucoup décrivent une honte profonde, liée à leur corps, non pas seulement à cause de son apparence, mais parce qu'elles s'en sentent déconnectées. Le corps devient un symbole de culpabilité, pour être fatigué, lent, démotivé, ou simplement pour ne plus fonctionner comme avant. Les pensées automatiques, comme « personne ne se soucie de moi »,« je suis un poids »,« je gâche tout », deviennent fréquentes. Et avec le temps, elles cessent d'être perçues comme des pensées.
elles commencent à être vécues comme des faits. En psychologie cognitive, on parle ici de schéma de soi négatif, une structure mentale qui filtre l'information et déforme la perception de la réalité. La dépression rend plus difficile l'enregistrement de la validation extérieure, des compliments, du soutien, de l'affection. Tout cela arrive, mais ne reste pas. Le système est altéré. Ce qui vient de l'extérieur glisse, sans jamais s'ancrer. Et ce n'est pas seulement interne. La pression sociale autour de l'apparence, du contrôle et de la régulation émotionnelle vise de manière disproportionnée les femmes, et quand cette pression rencontre un état dépressif, le résultat est souvent une honte silencieuse et chronique, une déconnexion non seulement des autres, mais aussi du corps, du désir, de la valeur de soi. La dépression n'affecte pas seulement l'individu, elle a un impact sur tout ce qui l'entoure. Et pour celles qui ont pris l'habitude d'être celles sur qui les autres comptent, le changement est brutal. Prendre soin ne ressemble pas toujours à du soin classique. Parfois, c'est être celle qui répond toujours en premier. Parfois, c'est prendre des nouvelles de ceux qui ne le font jamais en retour. Parfois, c'est gérer les dynamiques d'un groupe, apaiser les tensions, se souvenir de ce que les autres oublient. Avec le temps, ce travail émotionnel invisible devient une partie de la façon dont on te perçoit et de la façon dont tu te perçois toi-même. Non pas parce que tu l'as choisi, mais parce que c'est devenu attendu. Puis, la dépression entre en scène, et l'énergie qu'il fallait pour être cette personne, pour soutenir, pour être présente, pour rester émotionnellement disponible, disparaît. Pas par indifférence, pas par détachement, mais parce qu'il n'y a tout simplement plus rien à donner. Même les petites choses commencent à glisser. Les messages ne sont pas lus. Les conversations raccourcissent. La présence s'efface. Et l'empathie, autrefois automatique, devient un effort. Ce qui suit, c'est la culpabilité. Pas bruyante, mais constante. La culpabilité de ne pas être fiable, de ne pas soutenir les autres, de ne pas être celle qu'on attendait que tu sois. Et cette culpabilité ne donne pas de l'élan. Elle mène à l'effondrement. Plus tu te sens incapable, plus la honte grandit. Plus tu as honte, plus il devient difficile de te connecter. Et petit à petit, le cycle se renforce. La dépression réduit ta capacité. Cette capacité réduite met tes relations sous tension. Cette tension crée de la culpabilité. Et la culpabilité approfondit la dépression. Ça ne se produit pas d'un coup. Ça se fait lentement, en silence, sous la surface. C'est ça, le piège. Essayer de continuer à être celle que tu étais, tout en t'effondrant doucement. Et quand tu ne peux plus tout gérer, la douleur se multiplie. Pas seulement à cause de ce que tu ressens, mais parce que tu crois que tu aurais dû pouvoir continuer. À un moment, la question change. Elle passe de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à « qu'est-ce que je peux faire face à ça ?» Mais la réponse n'est pas un miracle. Ce n'est pas penser positivement, ni faire un tableau de visualisation. Ce n'est pas tout réparer du jour au lendemain. La dépression ne répond pas à l'optimisme forcé. Elle répond à la structure, à la constance et au bon type de soutien. Le traitement commence par les mots. Pouvoir nommer ce qui se passe change la manière dont on y fait face. Cela transforme une expérience floue et privée en quelque chose de concret et gérable. Et cela commence souvent par la thérapie, pas des conseils motivationnels, mais des professionnels formés qui peuvent t'aider à démêler les pensées déformées, à rétablir la régulation émotionnelle et à reconstruire les systèmes internes qui se sont effondrés avec le temps. Puis vient la connexion, pas au sens superficiel de être entouré de gens, mais au sens d'être vu. Même une seule conversation honnête peut briser l'illusion de l'isolement, et la connexion n'est pas toujours extérieure. Elle peut aussi signifier se reconnecter à ses propres besoins, remarquer ce qu'on a ignoré, et réaffirmer son droit d'exister, de prendre de la place. Les limites font aussi partie de la guérison. Dire non, se reposer sans culpabilité, refuser de porter un poids émotionnel qui ne t'appartient pas. Beaucoup de gens ne vont pas mieux parce qu'ils sont encore piégés
dans des environnements qui les rendent malades. Poser des limites n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Aucune étape seule ne réglera tout, et c'est justement ça, le point. La dépression ne disparaît pas avec une seule révélation. Elle se dissipe lentement, par étapes, grâce à un mélange de soins, de patience et de petites décisions répétées encore et encore. Il ne s'agit pas de trouver le bonheur. Il s'agit de rendre la dépression vivable, d'interrompre le cycle assez longtemps pour respirer, pour se stabiliser et pour se rappeler qu'être en vie ne devrait pas toujours ressembler à ça. Il n'y a pas de fin parfaite à ce message, pas de grande leçon, pas de solution miracle, juste un petit rappel. Tu n'es pas faible de ressentir ça, tu n'es pas cassé et tu n'es certainement pas seul. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ce que tu traverses pour que ce soit légitime. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as juste besoin d'assez d'espace pour exister honnêtement, sans pression, sans performance. Si tout semble lourd en ce moment, ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça, et tu n'as pas à tout réparer d'un coup. Les petits pas comptent, le repos compte. Dire « je ne vais pas bien », ça compte aussi. Le but n'est pas d'être heureuse tout le temps, c'est de se sentir en sécurité dans ton propre esprit, de construire quelque chose de calme, de stable et de réel, même si personne d'autre ne le voit. Alors prends ton temps, ne précipite pas la guérison, ne te précipite pas toi-même, et surtout, protège ton esprit.